Elle s'appelle Aélie Hakoun. C'est la première femme à être bénévole pour l'association célèbre Ihoud Hatzalah en moto dans le Goujdan. Mais oui, non seulement elle est femme, en plus, elle est Ola Khadasha. Elle est ici depuis 8 ans. On est très fiers d'elle et c'est l'occasion de faire un petit retour arrière sur son alia. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous. Bravo et bienvenue, mademoiselle Aélie Hakoun. On est ravis de vous accueillir. Et franchement, première femme en moto à être bénévole, c'est rare, tellement rare. Dans le Goujdan, il n'y en a pas d'autres? Dans le Goujdan, non, mais on espère qu'il y en aura d'autres. Il y en a combien dans le pays des femmes en moto? En moto, 3. C'est vraiment bravo, franchement. Alors, avant de savoir pourquoi vous avez décidé de vous impliquer à titre complètement bénévole, il faut le rappeler, dans cette association qui sauve des vies tous les jours, mais on voudrait savoir pourquoi, tout simplement, vous avez décidé un beau jour de venir ici, en Israël. De faire mon alia. Ben oui. Donc c'était il y a 8 ans, effectivement, et j'appelle ça la crise de quart de siècle, dans laquelle je me suis posé un petit peu des questions. Donc je suis venue en Israël pour des vacances, après 5 ans d'absence en fait en Israël. J'ai aussi de la famille ici, donc ça m'a permis de faire un petit peu ce reality check et de me rappeler en fait ce désir et cette envie que j'ai toujours eu de me rapprocher du pays, d'apprendre la langue, de vivre la société de l'intérieur. Et donc, ne pas vous contenter de ce que vous lisiez dans les journaux, ça devait passablement, en plus, vous étiez étudiante à Sciences Po, donc ça devait vraiment vous énerver de lire la presse. Voilà, je voulais le vivre de l'intérieur et comprendre surtout. Comprendre, le vivre de l'intérieur et me faire ma propre expérience aussi ici. Alors, c'est quand même courageux parce que lorsqu'on fait ce genre d'études, eh bien le matériel premier pour travailler, c'est la langue. Et vous ne parliez pas l'hébreu, donc pas du tout. Il y a l'anglais, évidemment. Mais quand même, c'était un sacré challenge que vous étiez lancé de venir ici. Oui, effectivement. C'est vrai qu'on a la chance qu'en Israël, les gens parlent, communiquent en hébreu, en anglais. Mais effectivement, il a fallu apprendre. Donc, une partie, c'était l'ulpan. Et puis, c'était surtout l'environnement social et professionnel, en fait. Vous avez basé les Français, on peut le dire. Ouais, j'ai essayé de faire en sorte de m'intégrer surtout dans la société israélienne pour éviter justement de m'enfermer dans un cadre communautaire qui me permettrait pas en fait de m'intégrer. Ouais, voilà. Vous auriez pu, vous avez fait un bon choix, je pense, parce qu'aujourd'hui vous parlez complètement l'hébreu. Oui, je travaille en hébreu. Vous bossez en hébreu, etc. Bon, on va pas raconter tout, on va pas tout raconter, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez décidé d'être bénévole à Ihoud Hatzalah. Alors, il faut savoir que l'organisation, je l'ai connue de ça il y a de nombreuses années, quand je cherchais en fait des initiatives ou des projets en fait qui portaient à la fois des valeurs universelles. Vous étiez en France déjà ? Non, j'étais ici en Israël, voilà, et qui rapprochait la société civile, de tous les secteurs et qui avait un objectif qui servait justement la société dans son ensemble. J'ai rencontré Ihoud Hatzalah dans ce cadre-là. Là, pour le coup, sauver des vies, on peut dire que c'est un noble objectif, ça c'est clair. Exactement, et c'est vrai que je suis devenue complètement fan de l'organisation et je me suis toujours dit, et j'ai gardé dans mon cœur d'intégrer les rangs, voilà, d'un jour intégrer les rangs. Et puis c'est vrai que le quotidien, nous balade un petit peu, on n'a pas le temps, on est pris, etc. dans le quotidien. Et puis il y a eu une intervention particulière en fait qui a été ma piqûre de rappel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en l'occurrence, j'étais avec mon cousin qui est Rovesh, donc Rovesh c'est médic. Sorte d'infirmier en français, bon, on va dire ça comme ça, c'est pas tout à fait pareil, un peu plus, un peu moins. Voilà. Bref, ceux qui comprennent auront compris. Qui existe en Israël, effectivement. Il a reçu tout simplement un appel en fait pour une intervention sur un cas d'arrêt cardiaque en fait qui était très proche. Donc je me suis joint à lui. On est arrivé sur le terrain, sur une intervention qui était particulièrement difficile et assez critique en fait. Moi, j'étais pas du tout formée en fait à l'urgence médicale, donc j'avais 0 formation à ce stade-là. Donc, je me suis mis sur le côté avec effectivement le fils de la patiente, en essayant de lui apporter un soutien moral, mais j'étais d'aucune utilité concrètement. Et donc, voilà, les choses n'évoluaient pas forcément en la faveur de la patiente. Elle était en train de partir, quoi. Voilà, et le paramédic en chef en fait est venu
commencé à préparer un petit peu psychologiquement le fils en lui disant écoute, voilà, dans ces cas-là, c'est très difficile. Il faut savoir que la patiente était branchée en fait à un moniteur qui donc ne bipait pas à ce stade-là. Ouais, et donc, en arrêt cardiaque, quoi. Voilà. Et donc le paramédic lui dit, tu sais, dans ces cas-là, il n'y a qu'un miracle en fait qui pourrait la sauver. Et à ce moment-là, en fait, le moniteur a commencé à biper. Ça a été un moment qui était très fort pour moi. Et même, je crois que ça s'est passé. Elle est revenue à la vie, tout le monde était ému, quoi. C'était très émouvant en fait. Et pour moi, je pense que ça a été ma piqûre de rappel de me dire voilà, t'as toujours voulu le faire, vas-y quoi. Donc le lendemain, j'ai appelé Rodat Salah, je leur ai dit quand est-ce que c'est le prochain cours et ça a commencé mon histoire avec Rodat Salah qui Vous êtes bénévole là-bas depuis combien de temps? Ça doit faire un an et demi, 2 ans. Un an et demi, 2 ans. Voilà. Alors justement, 1 an et demi, 2 ans, c'est court pour obtenir la moto, parce qu'il paraît qu'elle est très convoitée, cette moto. C'est vrai, effectivement, il faut montrer qu'on est actif, il faut montrer cet investissement personnel. Et puis, il y a aussi un certain commitment aussi de l'autre côté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on reçoit la moto, on doit aussi répondre à un certain nombre d'interventions par mois. Combien d'interventions par mois vous êtes obligé de faire? On a un minimum de 30 interventions par mois. C'est beaucoup. Oui. Ça fait une par jour à peu près. Voilà, exactement. Sur le terrain. Et après, évidemment, quelque part, ça fait sens parce que la moto nous permet d'arriver en premier sur les lieux. La moto, en général, arrive bien avant les ambulances. Et donc, en étant les premiers sur place, ça permet d'apporter ce besoin en fait, qui est vital. Donc, cette moto, elle est entièrement équipée de matériel médical d'urgence, également de défibrillateurs. Et voilà. Ça permet de sauver des vies. Bon, ça ne marche pas à tous les coups, malheureusement. Vous avez dû avoir des cas parfois compliqués à gérer, mais quand ça marche et quand vous êtes utile, j'imagine que c'est inoubliable. Alors, justement, comment vous êtes perçu par vos amis, par des fois même la population quand vous êtes en intervention? Qu'est-ce qui vous surprend à chaque fois? Alors, c'est vrai qu'il y a des effets, en fait, j'imagine une femme en moto-ambulance, en fait, que je perçois et qui sont des réactions qui sont plutôt émouvantes, en fait, que j'avais pas forcément prévues du tout. Surtout, on va dire, je pense, des filles, en fait. Des filles qui vous regardent arriver? Des filles qui me voient arriver, sur le terrain avec la moto, les sirènes, enlever le casque, commencer une intervention, etc. Et j'ai vu dans leur regard des choses qui m'ont personnellement beaucoup émue, comme si d'un coup, je sais pas, peut-être ça offrait des perspectives nouvelles à ces jeunes filles. J'espère que c'est porteur de ça et c'est vrai que ce sont des choses qui sont assez mouvantes. Parfois elles viennent me parler et on a des échanges aussi sur ça et si ça peut les inspirer, tant mieux. Ce que ne nous dit pas notre chère Ellie, c'est qu'elle avait quand même le permis moto qu'elle avait obtenu en France, n'est-ce pas? Et donc elle aime ça, quoi. Donc, elle a demandé la moto, c'est pas pour rien. Alors, vous êtes ici depuis 8 ans, vous nous l'avez dit, intégré complètement la société israélienne. Qu'est-ce qui vous pousse en avant dans cette société? Qu'est-ce qui vous plaît? Déjà, je pense que la société en elle-même est tellement dynamique qu'elle nous pousse de façon automatique, même qu'on le veuille ou non. Je pense qu'il y a ce côté où tout est possible dans la société qui est à la fois un défi mais qui est aussi très inspirant. C'est-à-dire qu'on a des rencontres tous les jours où on a des nouvelles opportunités qui se présentent et en fait on a cette sensation qu'il suffit de les saisir. Alors ça demande beaucoup d'efforts effectivement pour aller jusqu'au bout de ses rêves, on va dire, mais c'est un côté très inspirant et très dynamique qui peut être épuisant aussi. Alors, il y a beaucoup de jeunes filles seules, j'en ai encore entendu quelques-unes, j'ai parlé de quelques-unes ce matin, qui repartent au bout de 3, 4, 5 ans parce que elles sont venues sans famille, parce qu'elles ne se sont pas mariées, parce qu'elles sont seules et que parfois la solitude est difficile à porter. Qu'est-ce que vous pourriez leur donner comme conseil? Moi, je pense qu'il faut... Je sais qu'après, d'un point de vue très personnel, au début, on ne sait pas toujours si on reste, si on part, combien de temps on va rester, etc. Et on a parfois cette hésitation, en fait, à s'engager. Moi, je sais que je l'ai eu, on va peut-être dire dans la première année ou même la deuxième année, en se disant, si je m'engage, ça veut dire que je reste. Et à un moment donné, je sais que j'ai fait cette dissociation dans ma tête en me disant, non, s'engager, ça ne veut pas dire ça. On a toujours cette liberté, en fait. Donc, j'ai décidé de m'engager sur plein de choses. J'ai étudié des choses complémentaires, je suis entrée aussi dans cette formation de médic. J'ai commencé à essayer de m'intégrer en fait dans la société israélienne à travers le volontariat, le travail, des activités sociales, des activités aussi personnelles, des hobbies, pour goûter en fait à cette société et prendre goût et à partir de ce moment-là on s'autoriser à peut-être éventuellement rester. Exactement. Et en fait non, on se donne cette permission. En fait, je pense que c'est ça la clé. Moi, je sais qu'à partir de ce moment où j'ai fait ça, où j'ai essayé de prendre les devants, ça m'a
je me suis sentie beaucoup plus intégrée. Et la langue. Je pense que la langue, c'est un accent très important. Tout le monde parle anglais, effectivement, mais parler la langue, c'est aussi permettre en fait un échange qui est au-delà quoi, de juste de la culture, etc. C'est une approche qui est plus forte en fait. Bon, alors cette formation aussi, puisque vous êtes médic aujourd'hui, même plus que ça, vous êtes assistante paramédic, c'est encore un grade au-dessus, et vous allez même peut-être conduire une vraie ambulance. Alors là, il paraît que le conducteur d'ambulance, c'est encore un grade au-dessus, donc on vous souhaite de réussir. Vous avez fait 180 heures de formation à l'époque, la première formation pendant 7 mois, et c'était en hébreu. Donc ça aussi, ça a dû vous aider. Ça a été un de mes plus grands défis personnels, très honnêtement. C'était quelque chose sur lequel j'avais énormément d'appréhension. Je me suis demandé comment j'allais réussir. Vous ne preniez pas tout aujourd'hui, enfin au début quoi. Au début, ouais. Pas du tout. Vous ne prenez rien. Non, parce que j'ai eu l'impression en fait d'apprendre une entièrement nouvelle langue. Donc, je parlais hébreu, c'est-à-dire voilà, dans le cadre social, voilà, du travail, etc. Mais je parlais pas du tout l'hébreu médical, absolument pas. Donc là, c'était vraiment des études, l'anatomie, les maladies, etc. Donc c'est apprendre un nouveau langage. J'ai eu l'impression d'apprendre une nouvelle langue. Ouais. Vous avez enregistré vos cours ou vous les avez écrits? Non, alors c'est marrant. Les cours étaient en hébreu et j'écrivais à moitié en hébreu, en anglais et en français. Ouais. Voilà, en simultané. Voilà, je me faisais mon petit mix en fait. Et ça vous a bien réussi, hein, puisque vous l'avez eu. Bon, alors ça, on a parlé des choses qui vous plaisent et des choses qui vous dérangent un peu dans cette société. C'est quoi? C'est les boîtes, c'est les étiquettes? Non. Les boîtes, non plus. Non, je dirais peut-être que parfois on est un peu trop bousculé, on est tellement pris dans le quotidien, en fait, dans ce dynamisme fou, voilà, qu'on en oublie de s'arrêter un instant, de respirer, de peut-être considérer les gens plus. Ouais, et puis de façon plus posée, le futur, des perspectives, etc. Donc j'ai l'impression que des fois, il faut s'extraire en fait de ça, partir en vacances, faire quelque chose d'autre, se déconnecter. Non, mais c'est vrai, se déconnecter pour pouvoir revenir avec un esprit plus apaisé et avoir ce temps de réflexion en fait. Donc, un peu de recul sur soi-même. Voilà. Bon, on vous souhaite beaucoup de recul. On vous dit bravo vraiment pour ce que vous faites et puis pour être cette bénévole émérite. Je vous souhaite de sauver beaucoup de vies. Voilà, vraiment, et merci au nom de tous les Israéliens qui nous écoutent. Merci. Voilà pour ça. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.